Hey, salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Eh bien du coup, pour cette première vidéo, je vais vous présenter un aspect qui va être primordial pour la chaîne et qui est même très important de manière générale pour comprendre la science, ça va être la recherche. Je dois bien vous avouer que la méthodologie de la recherche, c'est pas le sujet le plus excitant qui existe au monde, c'est très théorique, mais c'est quand même super important pour comprendre comment est-ce que la science justement fait des progrès et découvre des choses. Et comme en plus sur la chaîne j'ai la volonté de vous présenter des faits scientifiques, je suis obligé de vous présenter justement la méthodologie des faits scientifiques que vous allez découvrir dans la chaîne. Et justement dans cette vidéo je vais vous présenter justement la méthodologie qu'on retrouve globalement dans toutes les sciences, et évidemment en psychologie, en neurosciences, en médecine, et dans tous les champs adjacents. Alors, il faut savoir que la méthode qui est utilisée en psychologie et en neurosciences et dans d'autres champs, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale, qu'on retrouve aussi sous le nom de méthode hypothético-déductive. La première étape de la démarche expérimentale, ça va être dans un premier temps de formuler une hypothèse. Par exemple, est-ce que la fatigue a un impact sur la mémorisation? Ensuite, on va mettre au point un plan d'expérience, c'est-à-dire quelle va être la méthode qu'on va utiliser justement pour répondre à cette hypothèse-là. Et à partir de ce plan, on va pouvoir faire des observations. Par exemple, on va tester les différents participants à la fois le matin et le soir sur un test de mémoire. Et enfin, pour terminer, on va prendre une décision statistique à la vue des résultats qu'on a vus. C'est donc cette suite d'étapes à laquelle on reconnaît la méthode expérimentale, et toutes les études ont cette méthode-là. Maintenant, il est évident que l'expérimentation, donc qui est au cœur de la méthode, va différer en fonction des études. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comme on cherche à répondre à une hypothèse, il faut évaluer l'effet d'une variable sur une autre variable. Si je reprends mon exemple de la fatigue qui a un effet sur la mémorisation, on va définir dans un premier temps la fatigue comme étant une variable indépendante ou une VI, et dans un second temps la mémorisation ou la mémoire comme une variable dépendante ou une VD. En gros, pour faire simple, la variable dépendante, elle va dépendre d'une autre source de variation, qui est donc la variable indépendante, qui, elle, va varier. Autrement dit, la variable indépendante, c'est une source de variation de la variable dépendante. Et donc, comme nous, on veut mesurer la variable dépendante, la VD, il faut qu'on manipule la VI. Et donc, comme on veut faire varier la VI, il faut que la VI ait plusieurs modalités. C'est-à-dire, par exemple, dans mon cas de la fatigue, on va par exemple évaluer les individus le matin et le soir. Et en théorie, du coup, la VI, elle a une infinité de modalités. Comprendre ces différences dans les variables, ça va être super important pour comprendre les deux types de plans d'expérience. On distingue les plans d'expérience à facteur inter-sujet et ceux à facteur intra-sujet. Dans le cas d'un plan intra, on va dire que tous les participants réalisent l'expérience à travers toutes les modalités de la VI. Donc du coup, si je reprends mon exemple de la fatigue, on va dire que les participants réalisent l'expérience à la fois le matin et à la fois le soir. À l'inverse, dans le plan inter, les sujets ils participent uniquement dans une seule modalité de la VI, donc par exemple soit le matin, soit le soir. Si dans notre étude on veut montrer l'effet de 2 VI au minimum sur une VD, on va être dans des plans factoriels. Par exemple, si je continue toujours dans mon exemple, on peut se demander si, en plus de l'effet de la fatigabilité sur la mémorisation, on peut se demander est-ce que cet effet-là est modulé par une autre VI, par exemple l'âge. On va alors dire que ce type d'effet est une interaction, c'est-à-dire que l'effet d'une VI sur une VD est modulé par une autre VI. Bon, si vous êtes toujours présent devant la vidéo, félicitations à vous parce que plus dur est passé et franchement c'est théorique et c'est pas facile à comprendre. Bon, maintenant qu'on a déterminé le plan d'expérience, on va pouvoir passer à l'expérimentation. Et là, honnêtement, c'est beaucoup plus simple. En fait, il s'agit juste d'appliquer le modèle théorique qu'on a dit, le plan d'expérience théorique, d'un point de vue pratique. Donc là, pour expérimenter, on a juste à faire passer des tests de mémorisation aux participants le matin, puis le soir. Bon, évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça, parce que déjà, il y a des biais d'expérimentation qu'il faut prendre en compte, et d'un autre côté, il y a aussi d'autres variables qu'il faut prendre en compte, qu'on va appeler des variables contrôle, et qui en fait ont un effet parasitaire sur la VD. Par exemple, ça peut être, est-ce que la veille, on a fait une soirée, ou est-ce qu'on a une pathologie aussi? C'est possible, et ces deux exemples-là vont forcément impacter la mémorisation le matin, ou alors la mémorisation le matin et le soir. Donc il est super important de contrôler ces variables contrôle, justement pour s'assurer que seule la VI a un effet sur la VD.
Sinon, si on fait pas ça, l'étude n'a aucun sens. En tout cas, la phase expérimentale n'a aucun sens. Ensuite, une fois qu'on a fait la passation correctement, il reste à faire les résultats. Et là, c'est plein de calculs statistiques qui ont juste pour but de montrer une différence entre les deux modalités de la VI. Donc du coup, dans mon cas, ça va être la différence entre la passation le soir et le matin. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo et que c'est super complexe. Je vous mets juste en lien dans la description des liens vers la chaîne La Statistique qui expliquait à mon chat, qui explique très très bien la statistique, justement. Bon, maintenant qu'on a les résultats, on va pouvoir conclure sur l'hypothèse de base. Si, admettons, on observe une différence entre les résultats du matin et le soir au test de mémorisation, on va pouvoir dire qu'il semble y avoir un effet de la fatigabilité sur la mémorisation. Et je dis bien semble, parce qu'il existe plein de limites dans notre étude. Tout d'abord, c'est con à dire, mais est-ce que réellement la fatigue peut s'expliquer simplement par le fait de passer l'expérience le matin ou le soir ? Ensuite, il faut également vérifier que notre population de participants qui sont là pendant l'étude sont représentatives de la population générale, vu que là, dans notre cas, on veut voir une loi générale de la fatigue sur la mémorisation. Et il faut également, du coup, s'assurer qu'on a assez de participants pour généraliser. Et puis, il y a plein d'autres limites aussi, que ce soit dans la passation ou d'un point de vue théorique. Et puis, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, du coup, par rapport à notre conclusion. Si on montre qu'il y a bien un effet de la fatigue sur la mémorisation, on peut se demander quel est le sens de cette relation entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est meilleur le matin ou le soir dans une tâche de mémorisation ? Et là, si jamais vous voulez, vous pouvez en discuter dans les commentaires et je verrai tout ça. Bon, maintenant que l'étude est finie, il va falloir passer à une étape qui est très importante et qui est la publication dans des revues spécialisées. En fait, ces revues-là, elles ont comme but principal de promouvoir et de diffuser la connaissance. Mais la connaissance très scientifique. Donc du coup, ce sont des revues que uniquement les chercheurs utilisent au quotidien. Bon, maintenant que je vous ai présenté toute la méthode, je vais juste revenir sur un truc, c'est que toute cette méthode n'est pas forcément appliquée à chaque fois. Et ça peut être un manque de respect du détail, c'est-à-dire par exemple les limites d'une expérimentation, mais ça peut être également dans les étapes. Et évidemment, si jamais on a un manque dans le respect de la méthode, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire si jamais notre étude porte sur une thérapie ou sur des substances médicamenteuses. Et ces problèmes-là sont à la fois des problèmes méthodologiques, que ce soit des biais méthodologiques, mais pire que ça peut être de la fraude. Il faut savoir qu'au début des années 2010, donc il y a à peine 10 ans, il y a quelques études qui sont sorties et qui ont eu un effet retentissant sur le monde scientifique, et ça s'applique pas uniquement à la psychologie. En fait, les auteurs de ces études disaient qu'une grande majorité, en tout cas une majorité des études publiées dans ces revues spécialisées, avaient des résultats qui étaient totalement faux. En fait, le problème qu'ils avaient trouvé, c'était ce qu'on appelle un faux positif, c'est-à-dire trouver un résultat là où il n'y en a pas. En fait, c'est un biais de confirmation qui est dû à la forte pression qui est mise sur les chercheurs pour publier très souvent. Et cette pression, elle est due, évidemment, en partie du moins, à des problèmes économiques des laboratoires, mais également à une concurrence entre les différents laboratoires. Donc, à cause de cette pression-là, on a différents biais qui sont à la fois volontaires et d'autres involontaires. En fait, quand je parle de biais volontaires, ce sont quand des chercheurs modifiaient ou créaient des jeux de données afin que les résultats qu'ils trouvent soient en concordance avec l'hypothèse théorique. Mais du coup, ça ne vérifie pas s'il y a réellement un effet ou pas. Et du coup, la conséquence de la publication de ces différentes études qui ont relevé ces faits-là, ces biais méthodologiques-là, c'est que ça a remis en avant toute la partie méthodologique. Mais du coup, il y a un autre effet à cela, c'est que ça a produit aussi un climat de doute sur à la fois la recherche scientifique, donc entre les chercheurs, mais aussi auprès du grand public. Si jamais vous êtes intéressé par une autre vidéo sur le sujet, il n'y a pas de souci, je peux vous en faire un, il suffit juste de demander. J'approfondirai un peu tous les biais méthodologiques, mais également toutes les solutions qui sont apportées justement pour contrer ces biais méthodologiques qui, en réalité, seront toujours présents, mais on peut les éviter. Et c'est aussi une volonté de ma part de faire ce type de vidéo-là, parce que d'un côté, c'est vrai que la méthode, elle n'est pas fiable à 100%, mais il y a des outils qui sont utilisés pour tendre vers une fiabilité à 100%. Et avec ce type de vidéo-là, ça a un peu un effet de sensibilisation auprès du grand public pour montrer qu'il faut avoir un esprit critique sur les recherches, donc il faut s'intéresser à la méthodologie, même si c'est un peu chiant, je dois bien l'avouer, mais c'est important.
Et d'un autre côté, l'autre but, c'est de montrer que oui, certes, il y a des biais et tout, mais qu'il y a une méthodologie qui est mise en place et que cette méthodologie est de plus en plus impactante et de plus en plus respectée et que plein de choses, notamment le fait de publier dans des revues spécialisées, poussent à ce que cette méthodologie-là soit respectée. Bon, du coup, on a fini la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez la partager. Vous pouvez également vous abonner sur mon Twitter. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire des retours en commentaire. C'est super important pour moi. Sur ce, à la prochaine. Salut!